terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 5 terriens de choix avec nous ce soir. Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate PS à la mairie de Paris et vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre politique du logement. Alors, vous allez construire des cartons au bord du canal Saint-Martin? Pas des cartons, non, des vrais logements. Clara Morgan. Clara Morgan, bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que personne ne vous a jamais posée. Est-ce que vous avez dû coucher pour réussir? Eh bien, écoutez, oui. Voilà. J'ai couché, mais avec mon petit ami. Et voilà, avec donc, Greg Santon. j'imagine que ça réduit un petit peu l'addition. Et les inconnus. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Je suis très heureux de recevoir le trio le plus célèbre de France, juste après François Hollande, Valérie Trierweiler et Julie Gaillet. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Alexis Vastine, le boxeur maudit des Jeux Olympiques, dont les larmes sur le ring avaient ému toute la France. Il repart au combat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 en compagnie d'Edgrémond de Fortune. Les inconnus, rebonsoir. Bonsoir. Donc Bonsoir. les inconnus se reforment après 13 ans de séparation. C'est bon, c'est réglé, les histoires avec Yoko Ono, ça va, il n'y a plus de problème? Tout va bien. Vous aviez peur que les gens ne vous reconnaissent plus, parce que ne pas reconnaître les inconnus, c'est assez paradoxal quand même. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Non, vous étiez inquiet? Il y a les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux. Sur Internet, c'est dingue. C'est un carton, donc. Il y a une télé nostalgie aujourd'hui, de toute façon, non? Ah, il y a un petit peu ça, vous en profitez, Thierry. Et non, mais les gens ont envie que Coluche se reforme, par exemple. Oui. C'est incroyable. c'est horrible. Alors, en fait, vous êtes retrouvés tous les trois ensemble sur scène en février 2011, lors de la dernière représentation de la pièce de Pascal, avec Mathilde Amé, plus Si Affinité. Et là, dites-vous, vous avez senti qu'il se passait quelque chose, quoi. Le public était content. C'est vrai que la ferveur du public à ce moment-là, le fait de nous retrouver à trois, ça nous a un petit peu, ça a été vraiment le truc qui nous a poussé, quoi. Ouais. À se dire, bon, ben, on va retravailler. D'ailleurs, au départ, on devait retravailler un spectacle, puis on s'est dit d'abord un film, puis le spectacle, on verra. Il va avoir lieu, le spectacle? Non, non, j'ai un deal à faire. Ouais. Si jamais la France entière, donc 67 millions de personnes vont voir le film, peut-être qu'on fera un spectacle. D'accord. Voilà, c'est... Voilà, Alors, peut-être avec un peu moins de gens, c'est possible aussi. vous dites qu'il fallait attendre d'avoir envie. Bah ça oui. se provoque pas l'envie. Ouais. Faut attendre le bon moment. Faut que ce soit là au bon moment. Ce fut le bon Alors, vous dites, moment. c'est pas une question d'argent, c'est une question de beaucoup d'argent? Ah ben non, au contraire. Là. Pas encore. Curieusement, d'ailleurs, votre question le présuppose, c'est qu'en fait, on a eu quand même un peu de difficulté à monter le film. Ah oui? Ouais, mais on a trouvé un très bon producteur qui s'appelle Philippe Godot, Bien qui a sûr. cru dans Les Inconnus, c'est le cas de le dire. Oui. Et donc, on l'a monté en participation. Mais enfin, la contrepartie intéressante, c'est qu'on a plus de liberté. Ouais. Donc vous êtes payé sur les entrées? Ouais, Il y a c'est un peu de ça. Donc, si Absolument. 67% Vas-y. Si 67 millions de Français viennent, Hollande va être très content. C'est un peu con de faire ce film qui va être un blockbuster au moment où les revenus de plus d'1 million d'euros sont taxés à 75%. Ben, c'est ce non? que j'avais dit à Bernard et Pascal, faisons le Sarkozy. Ils Bah n'ont pas ouais. voulu, ils n'ont pas voulu. Alors, le film qui vous réunit s'appelle Les Trois Frères, le retour. Au départ, ça devait s'appeler Les Trois Frères, amis pour la vie, mais ça porte malheur. Hein. Malheur, c'est pas terrible. ça va, c'est Non, belles non. entrées quand même. Ah bah votre film est mieux quand même. Hein. Ouais. Ah bah, ça, je sais pas, mais en tout cas, Ouais. c'est... Alors vous ça avez vient. contacté Clara pour une version Les Trois Frères en même temps, mais... Elle a arrêté. J'étais pas disponible, désolée. Ouais. Ah, dommage. Nous, on n'a pas arrêté. nous. Oui, vous savez pas du tout arrêté. Alors, pour des raisons d'égalité de temps de parole, vous allez me faire le pitch Oula. du film l'un après l'autre. Salut. C'est un peu le... Salut, tu vas bien. Non, mais c'est le retour... c'est en fait le retour, des trois frères, qui se retrouvent donc ensemble 15 ans plus... Tard, hein, réunis autour des cendres de la mer qui reviennent des États... Junie, et c'est à ce moment-là que les emmerdes recommencent, quoi. Eh ben bravo, eh ben c'est parfait. On va regarder à quoi ça ressemble. C'est sympa de se retrouver les trois ensemble, non?
acquitter ne signifie pas seulement percevoir, mais aussi acquitter selon qu'il y ait des crédits ou des dettes. Mais faut payer ça. Nous? Je savais qu'il fallait pas qu'on se voit. Faudrait peut-être penser un petit peu à enterrer le calumet de la paix. Hein. Ta gueule! J'ai un bête de bon plan pour qu'on se fasse de la thune. Yo, nos problèmes, elle se la joue fun. On attend de la famille, on t'a dit. T'as capté ou il faut un SMS de confirmation? J'ai de la Crystal Love. Enfin, dis quelque chose, c'est ta fille, toi! Mais non, mais Sarah, c'est vachement dangereux. C'est l'aspartame. Hein. Fais gaffe, n'en prends pas trop. Non, ça fait pas grossir. Là, tout! Je suis un être humain, je suis pas un animal. Bien là, ça suffit maintenant. Obéis. Béchi. Sarah, où est-ce que tu as mis ce sachet de MDMA? Viens me faire le baobab! Ouais, mais bah, pour l'instant, c'est un bonsaï. Non, mais le mélange pas tout. Dani, c'est pas possible. Ah, chérie. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu surprenant. Salope. Voilà les trois frères, le retour le 12 février dans un cinéma près de chez vous. Alors Didier, vous êtes qui dans le film? Toujours le même 15 ans plus tard. Voilà. Mytho, je fais croire que je suis prof de philo et je vends des godemichés. Voilà, sur un parking. Sur un parking par internet, hein, c'est le côté moderne. Mais enfin, le mec est quand même bien triste. Mais bon, C'est voilà. proche de la réalité, quoi. On ne s'éloigne pas trop, quoi. Bernard, vous êtes qui dans le film? Pareil, très proche de la réalité, je suis un comédien raté. Voilà, mais enfin, son heure de gloire, il a quand même fait une pub, mais c'est son fardeau aussi. Ah, il a fait une pub avec un chien, tout le monde veut qu'il la refasse. Pub, voilà, et en fait, il n'a pas envie, il se Pocket casse Canin. du plateau même à un moment. Et voilà, donc il supporte mal ça parce qu'il estime qu'il mérite mieux. Et d'ailleurs, il a un one-man show qui fait rire que lui. C'est terrible. Voilà. Pascal, alors vous, c'est énorme. Alors moi, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est Je énorme suis- grâce au bois bandé, mesdames et messieurs. Je suis très loin de la réalité. Ouais. En fait, Mais non. je vis chez une cougar. Ouais. Et pour la satisfaire, j'utilise du bois bandé, qui est un peu le Viagra voilà, des De votre Antilles. pays, oui. Voilà. Et en fait, grâce à elle, j'ai le gîte et le couvert, non pas le shit et le couvert. Ça, c'est sûr. Il y a des scènes qui m'ont fait marrer. Il y a la vieille dans la cheminée. J'ai trouvé ça très drôle. Et puis le carloge de Mimi Mati. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont le carloge de Mimi Mati. Vous imaginez comment ils se tapent la tête chaque fois qu'ils bougent. C'est hyper drôle. C'est drôlissime. Et alors, il y a cette fille, donc, qui s'appelle Sophia Le Saffre, là, qui est la petite beurette, qui est formidable. Non, elle avait que 16 ans. Hein. Un côté un gros bébé qui parle de drogue. Qui Oui, non, mais elle a un Voilà, sens. Et d'une violence. Oui, ouais. mais elle est D'une maturité, cash, quoi. d'une maturité. Ouais. C'est une femme enfant, c'est très Ouais. bien. Alors, Parfait. en voyant le film, votre ancien impresario, Paul Lederman, avait les larmes aux yeux. Enfin, surtout parce qu'il vous a plus sous contrat, à mon avis. Bon, en tous les cas, mesdames, messieurs, après Led Zeppelin et Police, les inconnus se reforment. Et c'est une très bonne nouvelle. Clara Morgan, rebonsoir. Bonsoir. Alors, contrairement aux inconnus, vous n'êtes pas ici pour nous annoncer votre retour au cinéma. Hélas. Depuis plusieurs années, vous avez arrêté votre carrière dans le X. 12 ans. Voilà, pour devenir chanteuse, Entre animatrice télé, femme d'affaires. D'habitude, c'est l'inverse. C'est marrant. Ah ouais, j'ai voulu essayer les choses jeunes, à 19 Voilà, ans. voilà. En tous les cas, aujourd'hui, vous êtes devenue une fille sage. Je sais pas, Ah sage, si, mais on peut dire que Clara, c'est mariée. du sérieux aujourd'hui. Non, mais voilà. Oui, je suis mariée en tout cas. Ouais. Voilà, Marie. Alors, votre carrière dans le X a été assez courte. 1 an, 5 films, c'est rien. Oui, le temps de l'expérience et le temps de me trouver. Parce que c'est vrai que j'avais une éducation un petit peu rigoriste, j'avais beaucoup d'envies, des envies un peu qui peuvent paraître extrêmes parfois, mais j'en avais besoin. Mais pour vous excusez pas, on a adoré pour ça. me réaliser. En plus, vous avez fait vos films avec le même homme. Oui, Votre homme, Greg, Greg. que j'avais rencontré à l'âge de 16 ans. Ouais. Qu'avec Greg. Et avec une scène avec Ian Scott aussi. Ah, j'attendais de voir, parce que je le savais, c'est Ouais. là. Je voulais voir si vous Oui, étiez mais- honnête. non. Moi, j'ai 2 scènes avec Ian Scott. Non, c'est une. Je te la montre. Non, parce ouais. que tu vois, c'était la candidate. Exactement. Ouais. Non, j'étais fidèle, oui, à mon petit ami de l'époque. Et ensuite, on s'est séparés. J'ai fait une dernière scène avant de partir comme un coup d'éclat. Voilà. Alors, vous avez une carrière courte, mais vous êtes quand même, pour les Français, la star du X. Et oui, c'est incompréhensible, mais non, si, c'est parce que je pense que j'ai présenté le journal du Hard pendant 7 ans. Ouais. Donc voilà, j'ai cette image de fille qui assume, en tout cas. Les ados vous adorent, ils vous kiffent grave. Vous la connaissez ? Clara, je suis Morgane de toi, ça sur Internet, c'est des millions de vues, ça. C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Alors, résultat, donc aujourd'hui, vous êtes sage, vous vendez votre image, vous dites je suis un produit marketing.
Entre autres, oui, c'est vrai que je fais de la photo, de la lingerie, j'ai une boîte de production, je fais de la musique, j'ai beaucoup de chance. Et de la pub, les cornichons. Je vais vous faire découvrir quelque chose de vraiment excitant. Un truc tout nouveau qui va plaire aux amateurs. Je vais vous montrer. Tout d'abord, j'adore imaginer ce qui va se passer juste après la mise en bouche. Ce petit moment d'attente juste avant cette explosion buccale. Vous allez voir, on va essayer tout de suite. Moi? Avant qu'on commence, il faut savoir que l'allure générale est très importante. Mais que mes critères de sélection principaux sont le toucher et le goût. Ils sont tous si différents. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est leur taille. J'adore les petits. Et heureusement. C'est marrant. J'ai aimé ça parce que c'est entre la pub et le sketch et c'était l'occasion de produire ma première pub que j'ai co-réalisée aussi et co-écrite. Oui. Donc ouais, je suis assez contente de ce truc-là, c'est marrant. Ah, c'est bien. Clara est vraiment une star. Les petites filles viennent l'arrêter dans la rue en disant « Qu'est-ce que t'es belle, plus tard, je voudrais être comme toi. » Vous suscitez des vocations. Je sais pas si c'est la vocation de se trouver et d'être libre, je veux bien susciter cette... Très bien, bonne réponse. Alors Clara, vous êtes ici ce soir pour nous annoncer la sortie de votre calendrier annuel. C'est un petit peu comme le calendrier des postes, mais il n'y a pas les chatons. Enfin, il y a la maman. C'est mon 12e calendrier. Ouais. Aujourd'hui, je le produis totalement. Et j'en produis d'autres aussi, comme les pin-up de la télé ou les hommes chez Go & See. Donc, j'aime bien utiliser mon savoir-faire pour le faire pour d'autres personnes aussi. Maintenant, on regarde le making-of du calendrier. Des robes d'innocence. Voilà, Clara Morgan, le calendrier de la Clara Morgan. Alors, la musique du clip, c'est J.D. Darko, alias Jérémy Olivier, votre mari. Hein. Vous l'avez épousé religieusement dans l'église Notre-Dame de la Serra à Calvi. Notre-Dame de la Serra. Voilà. Tout à fait. Finalement, vous avez eu 3 hommes dans votre vie. Oui. Peu d'aventures, mais des grandes histoires et des belles histoires. Des donc belles je ne histoires changerai pas une filmées. virgule. Voilà, c'était la P1 de SLT. On retrouve les inconnus après la pub pour discuter de l'actualité de la Terre avec Anne Hidalgo, Clara Morgan. A tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours sur Terre en compagnie de Anne Hidalgo, de Clara Morgan et des inconnus. Alors les inconnus, rebonsoir. Parallèlement à vos films, vous avez eu énormément de succès avec vos clips et vos parodies d'émissions télé. D'ailleurs, aujourd'hui, vos parodies passeraient pour de vraies émissions, en fait. Il y a une de vos parodies qui passe moins souvent à la télé que Stéphanie de Monaco ou L'Hôpital, mais qui est extrêmement pertinente. C'est celle de Lunettes Noires pour Nuit Blanche. On regarde à quoi ça ressemble. Bonjour Fabien. Salut. Je t'appelle Fab, même si tu le permets pas. Bon, tu connais le principe de l'émission? Non, je regarde jamais la télé. La télé, pour moi, je te comprends, c'est complètement armoire. Disons que la télé, c'est complètement beau. Françoise, c'est... tiens, je te présente, tu connais? Je connais. Salut, Enrico Macias. Bonjour, ça va mon petit, ça va? Non, c'est Fabien. Françoise, ça va, oui. Oui, alors, parce que non, j'ai un petit problème, j'ai pas de feu sur moi. C'est pour allumer ma cigarette. Bah attends, alors tu vas l'allumer. Ouais. À tout de suite. À tout à l'heure, François. À tout de suite, bon, tu connais donc le principe de l'émission. Françoise, putain, il est bon. Est-ce que tu peux allumer ta cigarette un peu plus loin, s'il te plaît? On y va? Okay. On y va. Bon, t'es sur la Lune. Ouais. Tu croises une martienne. Tu vois, c'est complètement hors temps, je t'avais pas venu. Ouais, c'est complètement armoire comme c'est moi qui ai des idées, tu vois. D'accord. Bref,
La Martienne te propose soit une Gauloise, soit une Lucky Strike, soit un pétard extraterrestre. Qu'est-ce que tu choisis? Le pétard? Perdu, il n'y a pas d'herbe sur la Lune. J'ai pas compris Oui. Non, Oui, François. Oui. T'aurais pas un petit peu de sucre en poudre, c'est pour mettre dans mon Yaourt, mon oui. yaourt. D'accord. Un petit peu, juste T'as un de la petit peu chance parce que j'en ai juste sur moi. Oui. Voilà, D'accord, tiens. ok. Merci. Tiens, mais je te laisse le yaourt, j'ai le sucre. Ouais, 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 d'accord. Et tu m'en laisses parce que j'ai un fjord que j'ai pas fini à la maison. Très réussi, bravo. Hein. Ah, t'as bien changé. J'ai pas changé. T'as bien changé. Hors antenne maintenant. Non, vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview comme à l'époque. On va faire une interview lunettes noires. Ouh là là. Hein. Didier, est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Oh putain, ça commence fort. Mon père n'est plus de ce monde, je vais dire ma mère parce que mon père m'en voudra pas. Ah, bien, bonne réponse. Bernard? Mon père n'est plus de ce monde, mais je vais dire mon père pour faire plaisir à ma mère. Ah. Pascal? C'est comme si tu me disais de choisir entre vanille et chocolat. Ouais. Ça donnait un joli Kinder Bueno. Bravo. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? J'aime pas les moustachus. Ouais. Non, mais c'est comme si tu me disais de choisir entre Federer et Nadal, c'est deux grands champions quand même. Ouais. Alors, vous devez partir avec quelqu'un, 3 ans, dans un vaisseau spatial. Oh putain. Et vous avez le choix entre Claire Chazal, Ah, c'est Claire Chazal. Christine Bravo et Valérie Damido. Ouais. Bon. Ah, mais t'as fait exprès de choisir 3 blondes? Ouais, Bernard? Bah, non, bon, alors, non, Claire Chazal, non. 3 ans, non. Comment elle s'appelle Christine Bravo. Bravo, c'est un vaisseau spatial. Bravo, il faut avoir de quoi boire, hein, Hein parce que sinon, ouais. Ouais, mais je pense qu'avec Damino, je pourrais trinquer plus jovialement. Alors Bah oui, je prends Valérie. Moi. Valérie Damido. Ouais. Elle va te redécorer la navette. Avec des magnets violets, tu vas être content. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Alors, si vous aviez le choix, est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau? C'est génial. Personnellement, j'ai fait les deux. Alors, Mais c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Dans une autre vie. Moi, je dirais que ça m'est égal, le nom d'une pipe. Pascal, bah dans le film, tu fais l'amour avec une gonzesse qui n'est pas terrible quand même. Hein. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est quand même dur de draguer une laide, hein, parce qu'elle se demande toujours pourquoi. Hein. Question de philosophie maintenant. Y a-t-il une vie avant la mort? Non, c'est une belle question. Moi, j'aime bien la petite mort qui donne goût à la vie. Ah. Alors, plus facile maintenant, quelle est votre punition préférée? Vous préférez être pincé, mordu ou piqué? Moi, je m'appelle Bourdon, c'est piqué. Donc, Alors là, c'est beaucoup plus grave. Un ami débarque chez vous, à l'improviste. Ce qui vous gêne le plus, c'est qu'il trouve sur votre table de nuit Mein Kampf ou un Godemiche. Oh la question. Vraiment, ce qui me gênerait vraiment. Ouais, bien oui. Non, ça serait Mein Kampf avec du sperme dedans. Ouais, bien. non, en revanche, Didier, c'est un Godemiche avec une croix gammée. voilà, c'est ça, exactement. En forme de croix gammée pour une partie carrée, c'est pas mal. Attention. Vous préféreriez vous réincarner en quoi? En berger allemand, en setter irlandais ou en épagnol breton? J'ai une petite chienne, c'est un cocker. Ouais, cocker, c'est pas mal, ça m'irait bien. cocker? Ouais, un cocker, un cocker français. Toi? Moi, j'ai un bichon, j'adore. Ah, c'est vrai, t'as un bichon? Ouais, j'adore. On va faire 30 millions d'amis. Pascal, en quoi tu veux te réincarner, mon petit? Aucun des trois, comme je suis métisse en dalmatien. Voilà. Ah, bien. Attention, est-ce que vous préféreriez être aveugle et sourd ou amputé des bras et des jambes? Oh putain. Sourd, comme ça j'aurais pas entendu la question. Et aveugle, comme ça j'aurais rien vu. Bonne réponse.
Attention, question fondamentale. Si vous aviez un perroquet, est-ce que vous lui apprendriez à dire « T'as fermé le gaz, t'as pensé à la capote » ou « Coco, arrête la coco ». Ah, c'est du vite. Ah bah, s'il y a Dieudonné qui vient chez moi, ça sera « T'as fermé le gaz ». Parce que c'est- Allez, Anne Hidalgo, bonsoir. Vous êtes candidate à la mairie de Paris. Alors la campagne se passe très très bien, je dois dire. Dans les sondages, vous êtes devant votre adversaire, assez largement. Ça va? J'aime bien ce moment où on va convaincre, on va discuter, on apprend beaucoup de choses aussi. C'est un très joli moment et il se passe plutôt bien, mais il faut qu'il se termine bien aussi. Ça va se terminer bien. Alors vous avez un comité de soutien incroyable, hein, ça va du mathématicien Cédric Villani à Enrico Macias. Enfin lui, il soutenait déjà Sarkozy. Hein. Non, mais Enrico est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui m'avait dit, si tu es candidate à la mairie de Paris, je serai avec toi. Et vraiment, de façon très fidèle, il l'a été. Alors dans votre comité de soutien, il y a aussi Gérald Dahan. Vous pensez que la présence de Gérald Dahan peut faire basculer le scrutin en votre faveur? J'aime bien Gérald Dahan, mais surtout, c'est un comité très large parce qu'il y a des personnes très connues et puis... il y a plein de gens, il y a des commerçants, des artisans, des boulangers, des bouchers qui font partie aussi de mon comité de soutien parce que c'est à l'image de Paris. Vous avez également le soutien d'Alain Delon. Oui. Alors Alain Delon aime, allons-y, votre charme, votre physique, votre voix, votre façon de bouger. Il vous trouve sensible, attirante. Il a dit que vous sentez l'Espagne. Ça fout pas un peu les jetons, ça, le soutien d'Alain Delon? Non, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime. C'est vraiment un grand artiste. Mais Alain Delon, la dernière fois qu'il a parlé, c'était pas pour dire du bien de Marine Le Pen, non? Voilà, il y a des positions plus personnelles. Oui, il a un certain âge maintenant. Oui. Non, dites pas ça. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous avez vraiment un comité de soutien très, très éclectique. Et dans ce comité de soutien, il y a aussi... Les élections municipales, c'est les 23 et 30 mars 2014. Je vis à Paris, je vote pour Paris. Voilà. Alors là, je dois dire, là, c'est énorme. Alors, elle a déclaré récemment qu'elle appréciait beaucoup votre action en faveur des 2 roues motorisées, tout ce qui est scooter, moto, non mais c'est... Bah oui, pourquoi pas. Ouais. Vous la connaissez bien? Non, pas bien, mais c'est une actrice engagée depuis longtemps. Engagée depuis longtemps. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'elle est engagée. Elle aime beaucoup la gauche. No comment. Vous êtes plus copine avec Valérie Trierweiler ou... Non, je suis très copine avec Valérie Trierweiler. Ouais. C'est vraiment une amie depuis très très longtemps. Ah oui. Bon ben voilà. Alors, on va passer à... Vous n'en saurez pas plus. C'est quand même royal. Non mais c'est la vie privée. Mais oui. voilà. C'est la vie privée. C'est-à-dire la gonzesse, elle a 5 conseillers payés par les contribuables à l'Élysée. Mais c'est la vie privée, si tu veux. Voilà. Quand elle va se reposer, c'est à la lanterne qui appartient à l'État, mais c'est la vie privée. Alors, on va passer à votre programme maintenant. Alors, construction d'une 2e tour Eiffel dans les quartiers populaires pour que les pauvres en profitent. Non. Il y a une très belle tour Eiffel, déjà. Rendre l'avenue Foch piétonne. Ça, c'est vrai. C'est pas... Non. Il y a des trucs vrais, des trucs pas vrais. Les voisins, ils veulent pas, je crois. Ça, mais... Alors, d'abord, faire rentrer le bois de Boulogne dans Paris par l'avenue Foch. Ce qui était prévu au départ. Ce qui était prévu au départ par Haussmann et Alphand, qui ont été ceux qui ont dessiné et Paris et le bois de Boulogne. Et je trouve que c'est une très belle idée. On peut créer 60 hectares nouveaux d'espaces verts dans Paris. Autre point du programme d'Anne Hidalgo, baptiser DSK une allée du bois de Boulogne. Je dément. Alors, je sais pas, le téléphérique entre la gare de Lyon et la gare du Nord. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et gare d'Austerlitz et gare de Lyon, en fait. Là, il y a une possibilité, effectivement, de transport par... Voilà, il y a des villes qui ont expérimenté ça. Il faut qu'on regarde, qu'on expérimente, mais c'est une bonne solution pour se déplacer. Voilà, donc un programme, on le voit, c'est riche. Et puis, il y a votre adversaire, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bon. Je dirais pas si c'était ressemblant. Mais... Alors, elle vous appelle l'héritière, ça lui va bien. Ça lui va très bien. Alors que vous, vos parents étaient votre père ouvrier et votre mère couturière. Oui, je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la Tu sais bouche. comment ça s'appelle, ça, en psychanalyse? Non. De la projection paranoïaque. Et ben voilà. Elle vous reproche d'avoir été inspectrice du travail. Bah, vous aussi, vous auriez aimé ne pas avoir eu à travailler. Mais moi, j'étais très heureuse d'être inspectrice bien sûr. du travail. C'est un super métier. C'est un bel apprentissage. Donc, je revendique. En plus, c'est un métier que j'avais choisi. Méfiez-vous d'elle quand même. Hein. Paraît qu'elle s'est mise au spiritisme pour récupérer les électeurs fantômes de Tibéride. Non, mais vous savez tout ça. Il y a même des élus, je ne citerai pas leur nom ici, à Paris, qui ont une magnétiseuse. Un élu de droite à Paris qui a une magnétiseuse, qui le suit partout et qui vient à toutes mes réunions et qui me jette des sorts. Donc, vous n'êtes pas loin de la vérité. Vous venez me voir. Je viens. Je vous donne des tout ce qui est vaudou. Voilà, c'est ça. Je viens, Pascal. Et maintenant... On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Et voilà, on passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est le philosophe et éditeur François Livonnet que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous demanderons, c'est vrai qu'on peut plus rien dire ? C'est la tarte à la crème de tous les débats sur la liberté d'expression. Régulièrement, l'actualité nous invite à nous reposer la même question. Peut-on rire de tout ? Par exemple, ces jours-ci sur France 2, Olivier de Benoît a tenté de nous faire rire en comparant Hollande et Mohamed Merah. Prendre un scooter pour aller tirer, j'ai rien inventé, Mohamed Merah le faisait déjà. Ça faisait pouffer Ruquier, mais le lendemain sur France Inter, Patrick Cohen s'indignait. Ils ont fait la blague sur un tueur d'enfants ? Oui, ils l'ont fait. C'était mardi soir, juste avant le JT de France 2. Service public. Résultat, Olivier de Benoît a préféré s'excuser. Y a pas de honte à s'excuser. Patrick Timsit faisait rire des salles entières avec une blague sur les trisomiques, mais pour éviter le procès, il a fini par s'excuser. Peut-être qu'il s'est certainement mal exprimé, faut le dire aussi. Et puis bon, il a fait ses plus plates excuses. Pour Charlie Hebdo, en revanche, pas question de s'excuser après avoir publié les caricatures de Mahomet. Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, les a soutenus en affirmant que l'excès de caricature vaut mieux que l'absence de caricature. Mais une fois à l'Élysée, ça ne l'a pas empêché de porter plainte contre une société qui vendait des poupées vaudou à son effigie et dans laquelle on pouvait planter des aiguilles pour s'amuser. Pour ceux qui, comme Dieudonné, refusent de s'excuser, la censure est sans pitié. Pourtant, quand Dieudonné tenait des propos antisémites dans ses sketchs avec Elie Semoun, tout le monde était mort de rire. Ce que je comprends, moi, Gwen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot pour une... Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vas-y, répète, qu'est-ce que tu as dit ? Vas-y, répète, qu'est-ce que tu as dit ? Mais l'époque a changé. Dans les années 80, le sketch de Desproges sur les Juifs faisait rire. On est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver ? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Sauf que 20 ans plus tard, quand Dailymotion a diffusé ce sketch sur Internet, il a fallu fermer la page des commentaires car elle débordait d'insultes antisémites. Résultat, la LICRA reconnaît qu'aujourd'hui, elle demanderait sans doute l'interdiction d'un tel sketch. Ça ressortirait aujourd'hui, c'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. Ça veut dire que si ce sketch ressortait aujourd'hui, vous iriez en justice? La question se poserait. Alors, est-ce qu'on peut encore rire de tout? Ben, demandez aux inconnus. Dans les années 90, ils avaient fait un sketch où ils caricaturaient des juifs jouant aux chiffres et aux lettres. Arrête de vouloir me niquer sur ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? 1225, moins 917, ça fait 308 francs de différence. Alors... Et les intérêts dans tout ça? Ce n'est sans doute pas leur sketch le plus drôle. Pourtant, ils cartonnent sur Internet avec plus de 4 millions de vues. En revanche, sur la compile de l'intégrale de leur sketch, ils ont conservé des chiffres et des lettres version polonaise. Monsieur Vassilevitch, une lettre. Version belge. On commence tout de suite par Monsieur Van Brek. Alors, première. Et version américaine. Mais pas version israélienne. D'où l'éternelle question, peut-on vraiment rire de tout? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. François Livonnet, bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes éditeur. Et vous avez publié en 2012 un essai qui a fait beaucoup de bruit, Homo comicus, ou l'intégrisme de la rigolade chez Fayard, que je vous conseille. Bienvenue parmi nous. Merci.
Alors, les inconnus, pourquoi avoir supprimé de vos best-of votre sketch, donc, des chiffres et des lettres en Israël? Moi, je crois que je savais qu'il n'y était pas, mais je Non, comme non, il y en a ça- plein qui n'y sont pas, je m'étais pas posé. Comme on voit écrit l'intégrale, on s'étonne que ce ne soit pas l'intégrale. Ah, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a Oui, plein. il y en a une vingtaine, 20-25 sketchs qui... D'accord. Je te jure, on sait pas pourquoi il y a je te ça. jure que non. C'est pas de notre propre fête. Voilà. D'accord. Quand Olivier de Benoît fait sa vanne, vous trouvez qu'il a raison de s'excuser? Il faut qu'il assume. Enfin, à un moment donné, tu fais quelque chose consciemment, si après tu le retires, c'est coitus interruptus, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Non, il ne faut pas s'excuser. Hein, Pas s'excuser, ouais, je suis d'accord. Et Team Sheet, pareil, quoi. Vous trouvez qu'il a eu tort de s'excuser? Jamais. Non, non, non. faut jamais s'excuser, voilà. C'est ce que dit Clara Morgan. C'est-à-dire que nous, c'est un peu différent, parce que l'humour à trois, ça nous permet vraiment de jouer des personnages, de dire des horreurs, ce sont des personnages. Le problème chez eux, c'est que comme c'est des one-man showman, on ne sait pas si c'est un personnage ou pas. Coluche, il avait beau mettre un nez rouge, les gens se demandaient est-ce qu'il est raciste, est-ce qu'il n'est pas raciste. D'ailleurs, Dieudonné et Élie, à l'époque, Dieudonné jouait vraiment un personnage qui envoyait chier Élie. Donc, c'est pas pareil que quand on est face seul, on ne sait pas si c'est l'humoriste ou l'homme. Anne. S'excuser, peut-être pas, mais en tous les cas, on a changé d'époque, hein, clairement. Et il y a des choses qui heurtent, il y a un air du temps qui est très complexe. Pourquoi vous dites on ne peut plus heurter les gens? Je trouve qu'il y a quand même une sensibilité à fleur de peau, la montée des extrémismes, sur l'IVG, sur tout un tas de sujets de société. On voit bien qu'on est quand même dans une société qui est très crispée. Je ne pense pas qu'on soit dans une époque spécialement crispée où les tensions sont forcément exacerbées. Je pense que simplement avec les réseaux sociaux et la communication et la presse, effectivement, les choses se savent plus. Et les gens s'expriment davantage et de tous bords, qui qu'ils soient. Il faut faire un effort collectif, non pas pour être sérieux, mais pour se remettre en tête des éléments de mémoire. Quand Dieudonné parle et fait du négationnisme, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas replongés, qui n'ont pas été voir du côté, par exemple, de l'histoire de la Shoah et qui ne comprennent pas qu'en même temps, on est en train de piétiner la mémoire de millions de personnes qui se sont faites exterminer. D'accord. Alors, François Livonnet, toutes ces phrases de comique qui prennent une importance incroyable, vous en pensez quoi? Écoutez, je crois d'abord que parmi les comiques, il y a des comiques différents. Quand on parle de Dieudonné, pour moi, Dieudonné n'est plus un comique. Hein. C'est devenu un politique. Donc il faut le juger en tant que politique. Et les hommes politiques devraient avoir l'honnêteté de le juger en tant que politique et de ne pas faire le procès de l'humour. Donc il y a Dieudonné, Guillon aussi à ce moment-là, non? Oui, parce que Guillon incarne pour moi quelque chose que je n'aime pas, à savoir une forme d'humour des puissants, d'humour des forts contre l'humour des faibles. C'est quelqu'un qui est installé auprès du pouvoir, parfois trop près du pouvoir, et qui donne des leçons. Un humour qui donne des leçons est pour moi un humour à la fois inoffensif donc vous mettez dans le même sac à l'évêque et Porte, par exemple. Bien sûr. Ce sont et Coluche, vous l'auriez mis là-dedans? Coluche, c'est un moment, à mon avis, pivot. Je ne suis pas un historien de l'humour, mais un pivotement vers un ralliement de l'humour à des causes qui sont des causes, disons-le, assez bien pensantes. Et pourquoi vous dites qu'ils sont proches du pouvoir? Parce que ça se constate. D'abord, ils sont prêts. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir, c'est pas des ministres ou Madame le maire. Le pouvoir, c'est l'argent. Ces gens sont très proches de l'argent. Ils sont là où se trouve l'argent. Et vous remarquerez que quand ils sont impertinents, ils le sont à la rigueur à l'égard des politiques, mais jamais à l'égard de ceux qui les payent. Oui, ça, ils sont très respectueux. Ce sont des petits chiens respectueux. Guillon, il a quand même attaqué France Inter, qui le payait. C'est vrai, mais il avait tout de même une prébande arrière qui était Canal. Oui, je peux vous dire. Par conséquent, il y a peut-être dans cette salle des gens qui ont perdu leur emploi. Ils n'avaient pas ce type de secours. Bien sûr, Donc soyons honnêtes. Ça vous... C'est insupportable. Je trouve ça insupportable. Moi, j'aime beaucoup les humoristes qui, d'abord, ont un talent. Le premier des talents, c'est l'autodérision. Ça évite déjà de se poser comme une sorte d'ayatollah qui donne des leçons. Il y a un personnage qui, pour moi, a joué un rôle désastreux dans cette affaire, c'est Jean-Michel Ribes, qui est très près du pouvoir. Mais non, pas du tout. C'est un comique de cour et qui a le tout créatif. Mais non, là, vous mélangez beaucoup de choses. Laissez-moi continuer ma phrase. Allez-y, continuez. C'est un comique de cour, c'est en effet cela. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui s'est permis de dire qu'il y avait un humour de résistance et un humour de collaboration.
l'humour de résistance, à savoir le sien, c'est-à-dire du bon côté, avec évidemment le bien, l'humour de collaboration, c'est-à-dire les autres. Déjà, le vocabulaire est un vocabulaire qui est extrêmement dangereux. Cette diabolisation d'un rire qui n'est pas le bon rire. Et cela, vous ne pouvez pas dire le contraire, ça s'observe. Si, je dis le contraire. Ben, sans doute. Parce qu'en ce qui concerne, par exemple, Jean-Michel Ribes, c'est un créateur, c'est un directeur d'un grand théâtre. Il a un rôle. Quoi, sa proximité du pouvoir? Non, en quoi n'est-il pas près du pouvoir parce qu'il est directeur d'un théâtre? Je ne comprends pas. Vous-même, vous vous érigez en censeur et en disant ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. C'est un fait. Ce que je constate, c'est qu'en effet, c'est quelqu'un qui est proche de votre parti. Par conséquent, vous le défendez, c'est très bien. C'est une qualité humaine que vous parce réalisez. que c'est un artiste que j'apprécie. Mais vous pouvez apprécier l'artiste, mais le fait qu'il soit directeur d'un théâtre, qu'il accueille ne veut pas dire qu'il n'est pas près du pouvoir et que sa proximité du pouvoir change la donne. Non, mais ce que vous dites sur la politique, je pense que c'est très très vrai, et même si on apprécie beaucoup Anne Hidalgo, je pense que ce n'est pas notre rôle de faire partie. Il vaut mieux toujours garder notre liberté, l'indépendance. Ouais. Mais un humoriste est forcément un être humain qui a des pensées, qui a des convictions, donc dans votre humour, ça transparaît forcément. Oui, mais à la maison. Est-ce que les artistes ou les intellectuels doivent rester complètement en dehors de l'engagement? Si on a envie de s'engager, on s'engage et chacun est libre de ses engagements et on est dans une société ultra médiatisée. Donc voilà, vous avez parlé tout à l'heure du soutien d'Alain Delon. Oui. Et on vous a opposé qu'Alain Delon était en même temps ami de Marine Le Pen. Vous n'avez pas l'air d'être gêné par ce genre de situation. Pour vous, ça vous semble parfaitement naturel qu'Alain Delon puisse être à la fois votre soutien et un ami de Marine Le Pen. Je fais partie sans doute de nombreuses personnes qui ne font pas partie de cette petite élite que vous êtes, qui sont surpris. Savez, mais je trouve ça aberrant. Vous fixez vos règles du jeu, les règles du jeu que vous pensez être celles qui seraient dans le bien, les autres seraient dans le mal. La cohérence. Je défends la cohérence. Alors, est-ce que les humoristes aujourd'hui ne se prennent pas pour des intellectuels finalement? Ils se prennent parfois pour des intellectuels parce que souvent les intellectuels ont déserté peut-être la place qui était la leur. C'est surtout que beaucoup d'humoristes ne sont plus simplement humoristes. Ils sont à la fois journalistes, chroniqueurs, en assénant des dogmes, et ça me dérange. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites plus attention à ce que vous pourriez écrire qu'à l'époque? Non, alors là-dessus, il y a une chose assez marrante. Quand même. C'est dans les interviews, à l'époque, il y a 20 ans, on disait que les inconnus étaient plutôt gentils, jamais méchants. Et aujourd'hui, on nous dit, mais il y a 20 ans, vous faisiez des sketchs que vous ne pourriez plus faire aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est toujours une question un petit peu de relativité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui peut freiner les humoristes, est-ce que c'est la judiciarisation ou est-ce que c'est l'autocensure? C'est ce qu'on appelle l'autocensure. C'est l'éducation aussi, c'est d'avoir le respect de l'autre. C'est la civilité. Il est clair que parfois, il y a des défauts de civilité. Et quand on parle, par exemple, d'un nouvel antisémitisme qui se développe, c'est évident, on ne peut pas le contester. Ça, c'est sûr. Mais ça pose un problème, un autre problème. Ce n'est pas simplement de dire les temps sont différents. C'est aussi se demander si la manière que nous avons eue tous pour essayer de combattre un certain nombre de fléaux, si ça a été efficace. Par conséquent, avant de mobiliser la morale, appliquons le droit. Bonne phrase. Non, mais c'est vrai, c'est le problème du moralisme. Le moralisme ne règle rien. Ce que Nietzsche appelait la moraline. Oui, d'injecter de la moraline. Ouais. C'est vrai que ça, on injecte la perfusion de la moraline, c'est quelque chose qui est assez bien partagé. Bien. François, merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Alexis Bastide, le boxeur maudit des Jeux Olympiques, dont les larmes sur le ring avaient ému toute la France. Il repart au combat. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours sur Terre en compagnie de Anne Hidalgo, de Clara Morgan et des inconnus. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Alexis Vastine. Bonsoir. Bonsoir. Alors Alexis Vastine, par 2 fois, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et à ceux de Londres en 2012, vous êtes clairement fait voler votre victoire par les arbitres. Suite à cette deuxième injustice, vous avez sombré dans la dépression et puis, tel Rocky, vous vous êtes relevé, vous avez remis les gants, vous avez recommencé l'entraînement et vous comptez bien devenir enfin champion olympique à Rio en 2016.
faut dire que c'est votre dernière chance. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie !» Alors, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais pas avec n'importe qui. Non. Bah, du coup, ce qui explique sans doute pourquoi c'est très dur de rire de tout avec les gens de gauche. Hein, bon, vous n'êtes pas de gauche, hein? Ah non, non, vous êtes beaucoup trop excitante pour ça. Non, c'est vraiment, c'est rare de... Alors, bien sûr, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui ce que disaient autrefois les anciens, les inconnus, Coluche, Desproges, Raymond Barre, Félix Potin? Est-ce qu'on peut se permettre ça? Non, évidemment, évidemment. Mais pourquoi on ne peut pas? Bah, faut être honnête. Aujourd'hui, au siècle des Lumières comiques, nous autres, les énarques de la galéjade, nous, les normaliens du jeu de mots, du ricanement académique, nous, les futurs inconnus, je veux dire, autrefois, les sketchs étaient décortiqués par Bouvard, Martin. Aujourd'hui, t'as vu? Onfray, Finkielkraut, BHL, tu vois. Caron, qui est leur maître à penser à tous, bien sûr. Alors pourquoi aujourd'hui et pas hier? Eh bien parce qu'il faut croire que les humoristes étaient incapables d'avoir une pensée autrefois. Ils étaient beaucoup plus cons. Alors sinon, quoi d'autre dans l'actu? Alors épilogue des Feux de l'amour, hein, donc Élysée, c'est fini. Et je suis un peu déçu et choqué. Je suis choqué, vous direz Anne, franchement. Vu que c'est lui qui s'est fait prendre la main dans le sac, normalement, quand c'est l'homme qui quitte la femme, c'est lui qui quitte le domicile conjugal. Ben oui. Qu'est-ce qu'il faut à l'Élysée? Alors, quand elle a appris l'adultère, Trierweiler a déclaré « J'ai eu l'impression de tomber du haut d'un gratte-ciel. » Non, mais si elle a cru tomber d'un immeuble, on tient au moins une certitude, elle va rebondir. Et après la lanterne, elle est partie se reposer en Inde, alors lui est parti en Turquie. Bon, alors attendez pas de moi que je fasse une blague sur les toilettes turques, c'est vraiment pas du niveau. Non, vraiment. Même si c'est quand même grâce à ce système qu'on comprend pourquoi la Turquie a toujours été très bien placée dans les compétitions internationales en haltérophilie. Ouais. Ouais, elle est longue à arriver, ouais. Mais une fois qu'on a l'image, on ne décolle plus. Alors lui, de son côté, évidemment, on le sent plus sûr de lui. Il y a quelque chose qui... Il est plus... Enfin, moi, déjà, je m'identifie beaucoup plus, quoi. La manière qu'il a eu de renvoyer sa meuf, on aurait dit, moi, face à un plan cul. Tu sais, j'ai décidé en total accord avec moi-même qu'il est 1h du matin, que j'ai déjà joui et que je dors mieux quand je dors tout seul. Alors, on lui reproche d'avoir utilisé le jeu, un peu de patience, avec l'assurance qu'il est en train de prendre. Tu sais il va surprendre la prochaine intervention, il va parler de lui à troisième personne, ce sera lui président, enfin il le sait, il choisira qui va partager son pieu. Stop, ça suffit, les minutes, tu dégages. Oui, lui président, il dira oui, je te veux, je ne te veux plus. Oui, la comédienne, pousse-toi, viens la journaliste, t'es par ici la danseuse du Crazy. Cholet marron, poussez-vous, je vais me les faire. Lui président, il n'inversera pas la courbe du chômage, comme j'ai prévu. Non, désolé, j'ai échoué, je t'emmerde, c'est comme ça, je fais ce que je veux. Lui, président, il dira à Najot Vallaud-Bécassine, c'est bien tes lois contre le sexisme, mais moi je suis un ado, je suis libre, tu me casses pas les burnes. Car lui, président, enfin il le sait maintenant, il le dit. Je dis non, car je suis à l'adolescence, et à l'adolescence on dit non. Alors non, lui, président, il rangera pas les Élysées, il se lèvera à midi, il n'ira pas au séminaire sur la parité, et non, le président, il fera pas du socialisme. Il fera du Thatcher, juste pour faire caca sur la moute à Mélenchon. Voilà. Bon, jour de colère, les manifs, sujet un peu tangent. J'ai vu ça. C'est chaud. Hein. Moi, je ne sais pas si je vais sur... Après, je reste quelqu'un de prosaïque et de simple. Dans cette manif, on a vu des slogans antisémites et homophobes. Et c'est pas bien. D'un autre côté, il faut reconnaître que dans les manifs de gauche, il y a souvent des slogans antifascistes. Oui. Qui a tort, qui a raison. Je ne suis pas assez intelligent pour trancher. Hein. Je sais pas. Anniversaire, Clara Morgan est née un 25 janvier. Comme Jean-Marc Ayrault. Comme quoi l'astrologie, c'est vraiment de la merde. Marseille, règlement de compte entre trafiquants. Alors, un homme a été abattu à la Kalachnikov devant son fils. Va faire rire avec ça. Alors le fils a été épargné. Bon, c'est normal, le gamin, il a vu l'agresseur, il a dit « Ah, c'est pas moi, c'est lui. » Bonne nouvelle. Alors, il paraît que Schumacher se réveille. Doucement, de toute façon, il ne faut pas trop le brusquer. Hein,
C'est normal. T'imagines, tu dis à un champion international domicilié à Monaco, bonjour, tu es soigné à Grenoble. Non, non. Tu vois. En plus, c'est un Allemand, quoi. Le Vercors n'est pas loin. C'est pas que des bons souvenirs pour ces gens-là. Alors, est pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Alexis Vastine, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 17 novembre 1986 à Pont-de-Mer dans l'Eure. Père, employé municipal, mère, travaille dans une usine de cartes à puce. Et il y a avec vous 4 autres enfants. Une famille passionnée de sport, à commencer par vos parents. Votre mère a pratiqué le handball à haut niveau et votre père, la boxe professionnelle. Et vos frères, vos sœurs, vos tantes, enfin toute la famille est dans le sport. Vous enfilez vos premiers gants de boxe à l'âge de 6 ans. C'est ça. Alors l'âge normal, c'est 8 ans. C'est 8 ans, oui. Les gants sont plus gros que votre tête. Et quand vous rentrez chez vous en pleurant, vous vous dites quand même que voilà, vous avez l'envie de gagner, quoi. Parce que j'avais tellement envie de réussir déjà, mais là je perdais logiquement. Donc, voilà. À 13 ans, vous quittez votre famille pour le centre sport-études de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. À 14 ans, vous êtes déjà champion de France minime. Et à 17 ans, vous êtes champion de France junior. C'est ça. À 19 ans, vous êtes médaille d'or aux Jeux de la francophonie. C'est ça. Alors là, vous commencez à rêver aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Et vous vous préparez donc pour les Jeux Olympiques. C'est effroyable, la préparation, hein. Oui, bah... C'est une torture. Hein. Ouais, vraiment. Certaines fois, vous évanouissez pendant les séances d'entraînement, quoi. Bah ça, c'est avec les régimes, ouais. À l'époque, je faisais 1m84, que je fais actuellement. Mais je faisais 64 kilos, donc à l'approche des compétitions, on tire sur l'eau, et ce qu'il ne faut pas faire, d'ailleurs. Et sur les séances de PMA, donc de course à fractionner, bah, des fois, on perd la tête et on tombe. Il vous arrive de vous faire vomir pour perdre 100 grammes avant la pesée. À la fin, ouais, je me faisais vomir en 64 kilos. Ouais. Quand arrivent les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, vous avez 21 ans, vous enchaînez les combats avec brio jusqu'à la demi-finale. Votre adversaire s'appelle Félix Diaz. C'est un Dominicain d'1m65, très brouillon, et vous êtes évidemment meilleur que lui. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'aux Jeux Olympiques, on ne cherche pas le chaos, on cherche la touche. À la fin du combat, vous êtes à 10 touches chacun, et là, 20 secondes avant la fin du combat, l'arbitre vous inflige une pénalité complètement injustifiée. Mais ouais, parce que vous étiez meilleur. J'étais meilleur, et puis je me suis donné corps et âme pour arriver là. Alors, on va voir cette séquence qui a ému tout le monde. Oh non, c'est honteux, franchement c'est honteux. Ah, cette quatrième reprise, c'est une parodie de combat. Non, c'est une honte, c'est un scandale. Il a été volé, Alexis Vastine, il a été volé, on lui a volé sa finale olympique. On a envie de crier notre révolte parce que c'est vraiment injuste et pas mérité pour Alexis. Ils n'ont pas le droit. Quelle injustice. Ouais. Alors à ce moment-là, quand Brahim Asloum, qui a gagné à Sydney, s'approche de vous, vous lui dites des années de travail pour une médaille de bronze, une médaille de merde. C'est comme si un enfant, on dit travaille bien à l'école toute l'année, tu auras un cadeau à Noël. Donc le petit, il a 20 sur 20 tout le long, et à la fin, bah non, tiens, une orange, c'est tout. Alors à ce moment-là, vous pensez arrêter la boxe, et puis de retour en France, vous relativisez un peu. Évidemment, vous êtes dégoûté, mais vous avez quand même une médaille. Et puis les gens dans la rue, ah ouais, Alexis, bon, c'est sympa, vous trouvez des sponsors, enfin bon, vous avalez un peu la couleuvre, vous avez que 21 ans à ce moment-là, vous vous dites, je vais remonter la pente, ce qui est tout à fait logique. Ça s'est fait très vite, parce que comme je suis militaire à côté, j'ai remonté à cheval directement, parce que j'ai fait les championnats du monde militaire. Et vous gagnez. Et je les ai gagnés, Là, vous commencez à vous entraîner pour les Jeux Olympiques de Londres.
Alors ça recommence, hein, 8 heures par jour à suer, à saigner. Vous faites des combats aux 4 coins du monde pour vous préparer à tous les types d'adversaires possibles. Et vous voulez montrer au monde entier que vous allez mieux qu'une médaille de bronze. Bien sûr, pour moi, je n'ai pas été jugé, c'est ça qui est frustrant. Je n'ai pas été jugé à ma juste valeur. Alors, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, vous avez 25 ans, vous êtes au mieux de votre forme, vous passez les premiers tours sans problème jusqu'au quart de finale. Et là, à la fin du combat, vous avez 6 touches de plus que votre adversaire, qui est dépité. Lui, il sait qu'il a perdu. Vous sautillez un peu de joie, ce qui est tout à fait normal. Et là, contre toute attente, l'arbitre soulève le bras de votre adversaire, le proclamant vainqueur. En fait, vous aviez 18 touches chacun, mais il lui donne l'avantage. J'entends dans la salle, ouh, comme ça. Et je vois, il y a mon frère qui est en face, dans le haut des tribunes, il y avait les escaliers, je le vois, et il me fait « Non, t'inquiète. » Enfin, je lis sur ses gestes et tout. Et après, la suite, mon bras s'est pas levé. Ouais, Voilà. on regarde. Oh non! Oh non, c'est pas possible! Oh non, c'est pas vrai! 18-18 est préférentiel. 18-18, non, c'est jamais pas de la vie. possible, c'est insupportable! Voilà, je voulais ramener la médaille pour la France. Et pour tous ceux qui... Voilà, ma mère est en train de travailler jusqu'à 6 h du matin, je l'embrasse, je l'aime. Et voilà. Je sais pas. Ouais, ça fait... À 2 fois de J'aime suite, pas c'est me hard, voir. hein. Attendez, c'est truqué ces matchs ou quoi? Parce que le mec, il est ukrainien. On nous explique toute la journée à la télé en ce moment que c'est un régime corrompu. Est-ce qu'il y a possibilité de corruption? Non, mais là, après ça, vous dites c'est insupportable. Et ce soir-là, rien ne peut vous faire évader de votre cauchemar. Ouais, parce que j'ai tout donné pour ce sport. J'ai pas fait de grandes études et puis je me suis intéressé à rien d'autre qu'à ce sport. Je voulais être un champion et voilà tout. Mais le résultat me convient pas, c'est tout. Là, vous perdez vos sponsors. Oui. Et puis des potes aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a que vos proches qui restent autour de vous, là. Tout le monde nous dit ça avant qu'on réussisse ou quoi que ce soit, mais on se dit mais non, pas à moi et tout. Mais en fait, ouais, c'est comme ça. Après, mes proches, ma copine, mes amis du sport ont toujours été là. Ouais. Alors, là, ce qui est incroyable, c'est que la fédération vous dit tu as donné une mauvaise image de la boxe et on vous retire votre licence. On me retire pas ma licence, mais on m'enlève de l'INSEP en fait. Ils m'avaient retiré mes aides et... On vous retire quand même 800 € par mois, quoi. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Ouais. Non, non. Donc là, vous sombrez dans la dépression. Ouais. L'alcool, vous buvez beaucoup? Ouais, je buvais beaucoup. Ouais. Vous dites j'avais plus goût à rien à ce moment-là. Vous vous laissez un peu aller, quoi. Ouais, je pensais à des idées sombres et... Vous avez pensé à vous suicider à l'époque? Je me posais la question comment... Ouais, mais je comprends les gens, en fait. J'arrive à comprendre les gens qui se suicident, en fait. Ouais. Quand on n'a plus rien. Mais je l'aurais pas fait. Ouais. Alors, vous allez voir un psy. Ouais. Ça marche bien? Ouais. Non, mais c'est vrai. Après, mon propre psy, c'est moi et la boxe pour l'instant, parce que je me rattache à ça encore. En tous les cas, vous recommencez à vous entraîner. Ouais, après 7 mois de dérapage, enfin... Et puis vous vous dites, de toute façon, je sais faire que ça, alors. Ouais, enfin je pense, ouais. Bah oui. Je pense que je peux apprendre à faire d'autres choses. J'ai pris du recul aussi avec ces... Il y a eu beaucoup de mal dans cette dépression, mais il y a aussi des bonnes choses. Alors vous avez déjà grillé 2 cartouches, donc Pékin et Londres. Il en reste une, c'est Rio 2016. Alors d'abord, il fallait perdre du poids. Vous aviez 15 kilos à perdre. Vous en êtes à combien, là? Il m'en reste 7. 7 Ça va. Tiens donc. Alors vous dites, si je gagne une médaille olympique, donc je fais 50 000 € quand même, c'est charmant, vous dites, je vais aller avec mes potes et mes proches passer un week-end au bord de la mer. Ouais, pendant un week-end. Ouais. Ouais, je trouve ça... Parce que les plaisirs les plus simples sont les meilleurs. Mais je l'ai vu aussi ça dans ma dépression. Est-ce que vous allez vous raser la barbe si vous gagnez? Bah en fait, la barbe,
Pareil, c'est la dépression. Et puis je me suis imposé, enfin, je me suis donné un pari, c'est quand je reboxe, je la rase. En tous les cas, pour un mec qui s'est pris des coups depuis l'âge de 6 ans dans la gueule, vous êtes bien conservé. Et vos dents, c'est les vôtres? À part celle-là, j'ai perdu la patinoire, pas la boxe. Alors, votre rage de vaincre est intacte? Déjà, c'est pour ma santé, il fallait que je reprenne, pour retrouver un équilibre. Et puis, surtout, j'ai fait de la peine à mes proches. Et quand j'ai commencé à leur faire de la peine, ça m'a mis du plomb dans la tête. Merci de votre témoignage, merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur. Et on sera là, on va vous suivre. Hein? Puis, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais si ça ne marche pas, en tout cas je ne te le souhaite pas, tu peux remplacer M. Pokora dans Robin des Bois. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Anne Hidalgo. Merci, candidate PS à la mairie de Paris, Clara Morgan. Le calendrier Clara Morgan iconique est en vente. Les Inconnus, les trois frères, le retour, ça sort le 12 février. Ça va cartonner, je pense. François Livonnet, philosophe et éditeur. Alexis Bastine, merci encore de votre témoignage, Alexis. Je vous signale que Bibi Tanga des Gréments de Fortune est en concert à l'Alhambra le 8 février dans le cadre du festival Au fil des voix. Bravo Bibi! Bravo Bibi! Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, les meilleures interviews formatées et Gaspard Proust. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.